On va maintenant accueillir Claude Serra de Expoe qui va venir nous parler de LTE Broadcast IMBMS. La vidéo sera fermée. D'accord, ok, ça marche. Bon, bonjour à tous, pas mal de visages familiers, ça fait plaisir de se retrouver. Je vais vous parler du LTE Broadcast, qui est en gros pour Expoe la continuité de notre business depuis 7 ans. Expoe existe depuis maintenant 13 ans, bientôt 14 ans, et ça fait 7 ans que nous nous sommes focalisés, concentrés sur le mobile broadcast, donc la diffusion de contenu vis-à-vis des terminaux mobiles en mode broadcast. Et LTE Broadcast est une technologie qui est en train d'arriver et que vous verrez déployer l'année prochaine, même très très bientôt, et il y aura des annonces. Et on va parler justement de ce qu'on fait dans le LTE Broadcast, mais plus généralement, qu'est-ce que le LTE Broadcast? Donc le LTE Broadcast, d'abord une petite idée de ce que c'est que le LTE. Donc le LTE, c'est la 4G. C'est un standard vraiment mondial. On sait que dans les télécoms, en 3G en tout cas, il y avait différents standards régionaux. Aux États-Unis, en Corée et dans le reste du monde, il y avait d'autres standards. Maintenant, LTE, c'est vraiment un standard global. Tous les opérateurs au monde sont en train de se passer en 4G. Aujourd'hui, fin donc de l'année dernière, il y avait 250 services LTE commerciaux, donc 250 opérateurs qui ont lancé. 150 millions de devices, et puis maintenant c'est en train d'exploser. On le lance évidemment en France, mais on est même un petit peu en retard en France. Quant à LTE Broadcast, qui est une composante du standard LTE qui a été introduite il y a maintenant quelques années et qui commence à prendre de l'ampleur sur le marché, aujourd'hui on sait 4 opérateurs se sont vraiment engagés à déployer le standard, et c'est Verizon, AT&T, KT en Corée et Reliance en Inde. Ce ne sont pas des moindres, ce sont vraiment des acteurs poids lourds qui sont en train de driver tout le marché et tout l'écosystème sur ce sujet. Ce qu'il faut comprendre, c'est que, je ne sais pas si parmi vous, enfin je sais que parmi vous, il y en a pas mal qui ont fait du DVB-H, puisqu'on a fait ça ensemble. Si vous voulez, le DVB-H, je ne sais pas si... Bon, alors, je me lance et vous me posez la question si vous savez ce que c'est que le DVB-H. DVB-H, c'était la capacité d'envoyer des flux télé, mais vraiment télé, envoyés par la tour Eiffel, je dirais, vers les téléphones. Et pour ce faire, il fallait rajouter un chipset particulier, un chipset télé, qui rentrait dans le téléphone à côté du modem 3G. Maintenant, la capacité d'LTE Broadcast, c'est que le même chipset, le même modem, peut recevoir un mode unicast et un mode broadcast. Et c'est-à-dire que globalement, à ce jour, pour qu'un téléphone supporte LTE Broadcast, c'est un update de firmware. D'accord ? Il n'y a pas de nouveau matériel à rajouter, ce n'est que de l'update de firmware, c'est-à-dire qu'il est tout à fait envisageable, et c'est même certain, tous les téléphones sont capables de recevoir du LTE Broadcast. En fait, on va attendre une génération ou 2 générations de téléphones pour pouvoir avoir ça dans tous les téléphones. Donc ça, c'est vraiment une révolution pour la pénétration de marché. Aussi, il y a un écosystème qui s'est lancé, un écosystème technique industriel. Sur le serveur, Samsung, Alcatel-Lucent, Ericsson et Huawei ont annoncé qu'ils supportaient LTE Broadcast. Dans les modems, Qualcomm, Intel, Huawei, Sequans, qui est une boîte française qu'il faut soutenir, et Alter ont aussi annoncé le support du LTE Broadcast. Avec ça, on a... je sais pas, 80 ou 90% du marché, tant au niveau serveur qu'au niveau terminal. Quelques exemples, moi on ne va pas tous les lire, mais celui que j'aime bien, c'est celui d'AT&T. On sait que les réseaux télécoms, aujourd'hui, vont passer une quantité de vidéos absolument phénoménale. On estime, les chiffres de Cisco, c'est l'étude qui va sortir bientôt, sont bien connus, 70% du trafic sera de la vidéo. C'est-à-dire que voilà, c'est-à-dire que c'est vraiment un vrai sujet, et AT&T le dit clairement,
ils sont en train d'organiser leur réseau pour pouvoir véhiculer de la vidéo. Un opérateur télécom, ça n'est pas qu'un opérateur voix, c'est un opérateur qui transporte de la vidéo. Il faut savoir aussi que la vidéo, pour les opérateurs télécoms, c'est plus un problème qu'une source de revenus. C'est 70% du trafic, mais l'octet, la valeur de l'octet est en fait très très faible. On s'abonne à un Netflix, allez, c'est 5 € par mois, c'est 7 $, 5 € par mois, et on consomme une quantité phénoménale de vidéos. Alors qu'un clic de e-commerce, c'est tout de suite 100 $, un achat, on achète un livre, et c'est la valeur de l'octet d'un clic d'e-commerce est immensément plus importante qu'un streaming vidéo. Donc c'est plus un problème, il faut que les opérateurs trouvent des solutions pour décharger leur réseau de ces contenus vidéo, et LTE Broadcast est une des solutions que AT&T met bien en avant ici. Alors qu'est-ce que ça permet? Pourquoi c'est stratégique? Ça permet, je dirais, 3 grandes catégories de choses. Premièrement, d'optimiser les ressources, d'optimiser le réseau, de mieux utiliser le réseau lorsque le contenu est accédé par plusieurs utilisateurs en même temps. Donc c'est du broadcast, hein, donc on parle vraiment de broadcast ou multicast. Que le même contenu est téléchargé par beaucoup d'utilisateurs dans une période assez étroite, typiquement un chargement d'OS. Un chargement d'OS, c'est 500 mégas à 1 giga, et le jour où l'OS sort, il y a un nombre de téléchargements impossible. Comment? Ça fait tomber le match, ça fait le canal n'est pas content. Voilà, exactement. Donc ça c'est... et c'est aussi intéressant pour tous les contenus qui peuvent être préchargés avant d'être visualisés, donc dont la visualisation est découplée de la transmission. Typiquement, l'exemple qu'on donne toujours, c'est les 10 vidéos les plus vues de YouTube. Voilà. Ça permet aussi de résoudre des problèmes techniques du réseau, qui sont vraiment... Donc c'est optimisé, mais c'est aussi faire des choses qui ne sont pas possibles aujourd'hui. Aujourd'hui, vous allez dans un stade de foot, vous allez dans un métro, vous ne pouvez pas accéder à vos données parce qu'il y a trop de gens qui sont connectés à la base station. Donc avec votre téléphone, tous là on est connectés à la même base station, et quand il y a trop de personnes, ça peut être 1000 par exemple, il n'y a plus de trafic, il n'y a plus d'espace. Et c'est un vrai problème. Aujourd'hui, les opérateurs ne savent pas envoyer du contenu dans les stades, par exemple. Les stades, il y a 10 000, 20 000 personnes, impossible de voir du contenu vidéo, des statistiques, ce genre de choses. Donc ça permet d'atteindre des nouveaux utilisateurs, et ça permet aussi de faire des nouveaux services. Donc d'avoir une démarche plus proactive, de pousser les données vers l'utilisateur plutôt que d'attendre que l'utilisateur les réclame. Donc, tout type de service de push, et on va en voir quelques exemples. Des updates d'e-magazine. Typiquement, je ne sais pas si certains d'entre vous utilisent leur iPad ou leur tablette Android pour charger des magazines. Typiquement, on le charge le soir ou la nuit. On le charge en Wi-Fi. Et puis la journée, ça ne se met pas à jour, quoi, hein. On vient le soir, et le soir, on recharge le nouveau magazine du jour. Pourtant, les news, elles arrivent tout le temps. Et les news vidéo, elles arrivent tout le temps. En fait, ce qui se passe, c'est qu'il y a une vingtaine de magazines extrêmement populaires, et pendant toute une période de la journée, il y a en gros, il faut aller sur Internet, il faut se connecter, on n'a pas une expérience utilisateur avec un magazine toujours mis à jour, avec des contenus hyper pertinent et de la vidéo de très bonne qualité. Il faut passer par le réseau 3G, bientôt par le réseau 4G, pour mettre à jour ces magazines. Et puis des applications un peu plus public safety, de type emergency alert. Bon voilà, il y a un orage, il faut prévenir, il y a un tremblement de terre au Japon, il faut prévenir tout le monde, et typiquement dans ce genre de moment, moi j'étais, le jour de tremblement de terre à Tokyo, j'étais en train de négocier un contrat, on s'est retrouvé sous la table, la seule chose qui marchait c'était la mobile broadcast. Et on a pu voir les images du tsunami sur le téléphone. C'était assez impressionnant. Donc les emergency alerts, c'est aussi un vrai sujet, important.
Donc, ce que je vais dérouler, c'est quelques cas d'utilisation sur lesquels en fait Expo est impliqué. Et puis, on va voir les business models plutôt. Donc, je suis plutôt use case dans cette présentation technique, mais un peu de technique à la fin. On verra ça. Alors, premièrement, un opérateur indien, Reliance. C'est Reliance Industries en Inde. Vous avez deux Reliance, Reliance Communication, qui est le réseau 3G, Reliance Industries, qui a le pétrole. Donc l'un a l'argent, l'autre a les problèmes. Et celui qui a l'argent a décidé de lancer la 4G et a acheté la fréquence 4G. C'est deux frères en plus. Ils se sont fâchés, il a acheté la licence 4G, puis maintenant la maman les a mis autour d'une table, leur dit maintenant vous jouez bien ensemble, et donc maintenant ils sont à nouveau copains. Et ils vont lancer, ils vont utiliser le réseau physique de l'opérateur Reliance Communication avec la fréquence 4G de l'opérateur Reliance Industries. Et leur objectif, c'est de faire non pas du triple play, mais du quadruple play. Donc leur objectif, c'est de lancer le premier off quadruple play en Inde. Ils ont des réseaux câbles, des réseaux FTTH, mais aussi, il faut savoir, c'est que déployer un réseau from scratch, enterrer les câbles, c'est extrêmement coûteux, et toutes les zones, l'Inde c'est un grand pays, et ça coûte parfois plus cher, ça coûte parfois trop cher, d'enterrer un câble pour atteindre un certain nombre d'utilisateurs. Donc, pour ce last mile, je sais pas, cette dernière étape, ils pensent utiliser LTE. Et LTE, non pas à destination des mobiles, pas que à destination des mobiles, mais aussi à destination des set-top box, et en tout cas des familles, des appartements. Donc, le quadruple play en utilisant LTE, l'expérience utilisateur, donc quadruple play, c'est la voix, la vidéo, la donnée, c'est-à-dire le web, et aussi la télé. Et aussi le mobile, l'accès au téléphone mobile. Donc l'expérience utilisateur qui est promise là par Reliance, c'est une expérience où j'ai mon téléphone LTE Broadcast, je me balade dans Bombay, je peux voir ma télé, les matchs de cricket qui sont très populaires. Quand j'ai un contenu pas populaire, je suis en unicast, je regarde un contenu qui m'intéresse que moi. Dès que je zappe sur un contenu très populaire, je suis en broadcast, je me déplace, je rentre chez moi. Il y a de moins en moins de personnes je suis plus dans une zone dense, donc finalement le broadcast ne justifie pas, je passe en unicast. Je continue, j'arrive chez moi, dans une zone, je dirais, suburbaine, dans laquelle il y a quelques pâtés de maison. Je rentre à la maison, et mon téléphone switch sur la Home Gateway, qui localement reçoit, elle, le flux aussi en LTE broadcast. Donc c'est vraiment une expérience seamless qui mélange l'unicast et le broadcast en mobilité et à l'intérieur. Le lancement est prévu cette année. Bon, ça se décale, ça bouge, mais disons qu'il y a quand même des gros progrès. Et ils estiment pouvoir avoir 37 millions d'abonnés 4G en 4 ans. Donc ça, c'est une manière intéressante et innovante, c'est le LTE broadcast, et le LTE en général, ça n'est pas que pour des usages mobiles, c'est aussi pour des usages résidentiels. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, on peut faire ça interactif aussi, sinon vous pouvez garder les questions à la fin. Alors je vais passer à un deuxième cas d'utilisation, c'est Verizon. Verizon souhaite lancer en 2014 des applications liées au NFL, au football américain. Il faut voir qu'ils ont acheté, je crois que c'est 4 milliards, je ne sais plus si c'est écrit là. Enfin bon, très cher. Les licences du football américain, et donc ils ont le droit de diffusion. Et ils peuvent diffuser partout, sauf dans les stades. C'est quand même bête, ils ont les droits, ils ne peuvent pas diffuser dans les stades, là où il y a tous les fans. Donc, ce qu'ils veulent, c'est pouvoir... Il faut savoir aussi que en fait, les gens regardent dans les stades, il y a plein de gens qui se mettent en dehors des stades, qui prennent leur hot dog, et qui regardent la vidéo sur leur mobile en dehors des stades. Donc même les gens qui sont en dehors des stades, ils ne peuvent pas le voir non plus, parce qu'il y a trop de monde qui sont connectés sur les base stations. Donc l'idée, c'est d'utiliser LTE Broadcast et finalement pousser tous ces flux live, les chaînes locales. Essentiellement d'ailleurs, c'est plutôt pour une expérience in-stadium, c'est plutôt pour revoir des ralentis, ou même revoir différentes caméras sur son mobile. Ça, c'est la première application que Verizon compte lancer, mais en fait Verizon a construit un framework
qui permet de déployer N applications. Donc le NFL sera le premier, mais ils vont travailler sur d'autres sports, et puis même sur des applications plus résidentielles. Voilà. Je dirais un petit peu plus en avance de phase, mais quand même, le LT Broadcast est souvent associé à la vidéo, mais ça n'est pas que pour la vidéo, c'est en fait pour tout type de fichiers. D'ailleurs, en LTE Broadcast, la vidéo, ça n'est que des fichiers. C'est en fait du dash. Donc envoyer la vidéo, c'est envoyer plein de petits fichiers. Le LTE Broadcast s'applique aussi à d'autres choses que la vidéo, notamment les magazines, on l'a dit, et aussi la radio. Il y a en France un grand débat sur la radio numérique terrestre, et voilà, bon, c'est un grand débat. Et en fait, on s'aperçoit que c'est quand même difficile à déployer la radio numérique terrestre. C'est difficile, pourquoi? Parce que y a une technologie broadcast particulière, il faut mettre des chipsets, il faut changer tout le parc de radio, il faut donc racheter des nouvelles radios, donc ça va prendre 15 ans, et donc il n'y a aucun business model qui marche bien. Par contre, la radio, si finalement on arrivait bien à la distribuer en masse vers les téléphones, tout le monde a un téléphone, le parc en fait est déjà très important, ça raccourcit globalement le temps de diffusion de la technologie, ça permet de libérer des fréquences beaucoup plus vite que ce qu'on espère, c'est finalement plutôt vertueux d'utiliser la radio en utilisant les fréquences télécom. Mais le problème, c'est que ça passe pas à l'échelle. Si on fait que du newscast, on se retrouve tous, par exemple, dans le métro, tout le monde écoute RTL dans le RER, donc ça pose des problèmes de réseau. Et c'est là où le LTE Broadcast va pouvoir permettre de monter en charge sur ce genre d'application. Donc la radio, c'est un sujet qui est aujourd'hui discuté, notamment en France, pour passer finalement de l'FM à la radio numérique en LTE Broadcast. Voilà 3 exemples LTE Broadcast qui sont en cours de maturation. Je dirais les 2 premiers sont beaucoup plus mûrs que ceux-là, mais ça devrait arriver. Je voulais revenir sur un autre service qu'on a lancé au Japon. Donc, on travaille à Excoe sur tous ces sujets, sur tous ces opérateurs, et je vais vous montrer l'offre produit que l'on fournit. Avant de passer à ça, je voulais revenir un petit peu en arrière, et en parlant d'un projet qu'on a fait avec NTT Docomo au Japon, qui est un peu, je dirais, prédécesseur de LTE Broadcast. Ça utilise une composante broadcast, mais qui n'est pas sur réseau LTE, c'est une composante broadcast dite traditionnelle, comme la DTT, la télévision numérique terrestre en France. Et c'est fait par Docomo. Et donc Docomo a lancé un service qui se compose de 2 grandes parties, ce qu'ils appellent le real-time streaming. Donc c'est 3 chaînes de télé avec des contenus originaux, et toute une série de vidéos, de TV-séries, de fichiers, qu'ils appellent Storage Type Services, de fichiers, de jeux qui sont poussés sur le téléphone. Donc en fait, en tant qu'utilisateur NTT Docomo, lorsque vous achetez un téléphone Android, vous avez cette application-là. Et cette application-là, lorsque vous la lancez, tout le contenu que vous voyez n'a pas été diffusé à travers le réseau télécom, il a été diffusé par un autre réseau. C'est-à-dire que vous, utilisateur, vous allez passer 5 à 10 minutes sur cette application parce que vous avez un nouveau contenu sympa. Et pendant ce temps-là, en fait, vous n'allez pas utiliser le réseau télécom. Donc c'est une manière de décharger indirectement le réseau télécom en détournant le regard de l'utilisateur vers des services qui sont nourris par le broadcast. Et pour rendre cette offre attractive, ils ont constitué une offre de contenu aussi très originale. Donc, ce que j'aime bien dans ce scénario, c'est que c'est lancé, c'est déployé, ça a du succès, et c'est un business case complet qui peut servir de référence à tous les gens qui veulent lancer du LTE broadcast. Aujourd'hui, donc ça a été lancé en 2012, aujourd'hui il y a 30 différents smartphones Android qui ont la technologie, il y a 12 millions de terminaux qui ont été vendus en 18 mois à peu près, et il y a 2 millions d'abonnés qui payent 5 $ par mois. Donc ça fait un petit revenu qui n'est pas négligeable pour l'opérateur. Et il compte lancer 50 millions de terminaux dans les prochaines années. Il compte atteindre, pardon, je ne sais pas si on dit lancer, oui, il compte atteindre 50 millions de terminaux dans les prochaines années. Tout ça pour dire que le mobile broadcast, c'est pas nouveau, certains d'entre vous l'ont fait, certains d'entre vous se sont cassés les dents dessus, mais on sent que le mouvement change, les grands opérateurs, les grands manufactureurs, créateurs de devices se lancent dans le sujet, et je pense que ça va être
pas mal de buzz cette année, en 2014, notamment grâce à Verizon. Je vous invite à regarder le 2 et le 3 février, la presse, puisque Verizon va annoncer son service. Verizon va démontrer à ce moment-là. Donc en gros, le LTE Broadcast, c'est de la télé, mais c'est pas de la télé. Je voulais vous montrer un peu un petit entracte pour se détendre. Sur comment NTT Docomo présente le service que je viens de vous décrire. C'est un peu long, mais ça vaut le coup de voir jusqu'au bout. Voilà. Ça veut dire quoi? C'est la télé ou c'est pas de la télé? Ah, j'en sais rien. Dire exprès, c'est super. On va passer un petit peu à la technique. Alors, vous pouvez poser toutes les questions que vous voulez, mais si je n'ai pas toutes les réponses, il ne faudra pas m'en vouloir. Donc, LTE Broadcast, Expoé, on travaille sur le service layer. Donc, c'est-à-dire, on a le hardware, au-dessus on a Expoé, et au-dessus on a l'application. Dans le monde de la télé numérique, on appelle ça le middleware. Nous aussi on appelle ça le middleware, d'ailleurs, des terminals. Voilà. Alors, une architecture service layer LTE Broadcast, c'est... il y a un petit truc rouge là? Le bouton là? Ah ouais. Ça se compose... Alors, vous avez en gros votre infrastructure vidéo avec les CMS, les CDN, les serveurs, les encodeurs. Classique. Rien ne change. Okay. Vous avez... Donc ça, vous l'avez déjà. Là, au milieu, vous avez ce qu'on appelle des inodes B. C'est des base stations. Donc c'est vraiment les antennes que vous avez en haut des toits. Bon, là, il faut faire un petit upgrade software. Voilà, je ne connais pas les prix, mais... il y en a à peu près, je sais pas, il y en a 60 000 aux États-Unis. Il faut multiplier ça par un chiffre qui doit se trouver entre 100 et 1000 pour voir à peu près le coût. Ça peut être beaucoup, pas forcément beaucoup. Ensuite, vous devez rajouter deux composants importants. Vous devez rajouter ce qu'on appelle une gateway, que Expoé ne fournit pas. Il y a des sociétés comme Enensys, par exemple, à Rennes, qui travaillent sur ces produits-là. Vous avez un produit intermédiaire entre le contenu. Alors ça, c'est la porte d'entrée du réseau. C'est-à-dire que pour envoyer des choses en LTE Broadcast, il faut que ça passe par la gateway. Et entre votre add-in vidéo et votre gateway, vous avez ce qu'on appelle un BMSC. Je n'ai pas mis l'acronyme ici.
BMSC, Broadcast Multicast Service Center. Donc son rôle, c'est de faire la transcodage de l'unicast vers le multicast. Alors il y a en fait plusieurs fonctions. Bon, évidemment, la première fonction, c'est de servir d'interface avec ce qui existe déjà. Et l'idée, c'est vraiment de reprendre des encodeurs, des CMS qui sont déjà installés, pour peu que quand même ils soient Dash. Ça, c'est une des contraintes fortes, c'est que le standard LTE Broadcast requiert l'utilisation de Dash comme protocole vidéo. Il a une autre composante importante, c'est ce composant-là, ce module-là, qu'on appelle FluidFake Async, qui est en gros le générateur de flux. Donc là, c'est des serveurs qui génèrent 100 flux, 100 mégabits. Voilà, typiquement un serveur exposé, c'est un serveur, c'est 100 flux, 100 mégabits. Vous voulez 200 flux, 200 mégabits, vous mettez deux serveurs. Ça, c'est vraiment 95% du trafic, ou 90% du trafic LTE Broadcast passe par ce serveur. Et puis vous avez quelques fonctions unicast quand même pour supporter le service LTE Broadcast. C'est ce qu'on appelle le file repair et le reception reporting. Alors, on va... Désolé, j'ai pas de slide très explicatif, je suis obligé de tout faire à l'oral, j'espère que ça va. Le reporting, c'est de la mesure d'audience, on va dire, mais un peu avancé plutôt d'un point de vue technique. On va dire, tiens, j'envoie des fichiers, le téléphone a reçu le fichier, il dit au BMSC, j'ai bien reçu le fichier. Vous envoyez le fichier à 100 000 utilisateurs, vous recevez 90 000 réponses, je l'ai bien reçu, et puis 10 000 réponses, je ne l'ai pas bien reçu. Donc ça permet de remonter des statistiques à l'opérateur pour adapter globalement l'utilisation du multicast ou de l'unicast. Vous avez une autre fonction intéressante qui s'appelle le file repair, dont l'objectif est, alors prenons un scénario, on veut envoyer un OS, 500 mégas ou 1 giga. Donc on met le gros fichier là, hop, on le fait rentrer là-dedans, ça mouline et ça crée un flux. On décide le nombre de mégabits et hop, le flux est parti. De l'autre côté, les téléphones commencent à récupérer le flux. Mais on arrive un moment dans l'ascenseur, on perd la connexion pendant une minute. Alors une minute, c'est pas suffisant parce qu'une minute, on arrive à corriger ça. Mais on va dire, on estime que la transmission va durer 1 heure et on perd 20 minutes. Alors là, 20 minutes, il faut aller les récupérer ce qui manque si on veut avoir le fichier complet. On a récupéré finalement qu'un bout de fichier. Donc le file repair, c'est cette fonction-là. Le terminal s'aperçoit qu'en fait il a récupéré que 80% du fichier. Il va demander en unicast les 20 autres %. Ça c'est le file repair. Le FEC, c'est quand même important aussi de mentionner. Donc FLUT, c'est un protocole IETF qui permet d'envoyer des fichiers en multicast. Et la FEC, donc c'est une technologie qui vient s'imbriquer dans le FLUT, qui a pour objectif de corriger les erreurs lors de la transmission. On connaît tous la FEC, enfin tous, je sais pas, on connaît tous la FEC, mais on connaît habituellement la FEC au niveau du transport, en DVB-T, enfin toutes ces technologies broadcast, on a de la FEC, mais qui a tendance à corriger, bon là j'ai des experts qui vont me dire tu dis n'importe quoi, mais bon je dirais 100 millisecondes, 200 millisecondes de perte. Mais clairement quand on fait du broadcast mobile, quand on envoie un fichier sur 2 heures, l'utilisateur il se balade, il va dans l'ascenseur, il prend ce parking, il remonte dans sa voiture. Enfin, on a des plages de pertes qui sont assez importantes. Et donc, la FEC qui est utilisée dans le LTE Broadcast, c'est une FEC un peu plus sophistiquée que la FEC qui est utilisée dans les transports, qui permet de corriger des périodes longues. Donc, si vous mettez, je n'ai pas les chiffres en tête, mais si vous mettez 30% de FEC, vous corrigez 25% d'erreurs, quelle que soit l'erreur, ou qu'elle soit, si elle est côte à côte, ou si elle est distribuée le long du fichier. Donc voilà un peu le BMSC. En gros, il fait des fichiers avec le FLUT, il les corrige, enfin il prépare à sa correction, il les robustifie, si je peux dire, avec la FEC. Si jamais quand même le terminal n'a pas tout réussi à rattraper, il y a le file repair qui permet de faire ça, et puis il remonte un peu des informations à l'opérateur pour dire bon, ça marche bien ou ça marche pas bien. Et puis il s'interface. Et une dernière fonction importante, très importante, c'est le sync, c'est-à-dire que LTE Broadcast fonctionne en mode SFN. Qu'est-ce que ça veut dire? Aujourd'hui, vous avez votre téléphone, vous browsez en web, vous vous connectez à une seule base station, et vous téléchargez. Puis vous déplacez, hop, vous switchez d'une base station à une autre. Ok?
Donc vous êtes en permanence connecté à une seule base station. En fait, en LTE broadcast, vous pouvez recevoir le flux de 2 base stations, ou de 3, ou de 4. Et le sync, c'est donc une synchronisation temporelle extrêmement précise qui permet au terminal, quand il reçoit plusieurs paquets venant de droite et de gauche, je parle à moitié en français, à moitié en anglais, de Jean-Claude Van Damme, de reconstituer donc le paquet. Et donc ce que ça fait, c'est qu'au niveau du téléphone, vous avez une réception qui est de bien meilleure qualité qu'en unicast. Puisqu'en unicast, vous êtes en connexion toujours avec la meilleure base station. Là, en LTE broadcast, vous avez la somme de toutes les base stations qui sont autour de vous. Donc ça, c'est le BMSC. Et le pendant du BMSC, de l'autre côté, se compose de 2 briques. Le middleware IMBMS et le Dash Client. On va passer sur le slide d'après, sur cette architecture de manière un petit peu plus détaillée. Voilà, donc aujourd'hui, typiquement, ces produits... Qu'est-ce que je peux dire, ce que je ne peux pas dire. Ces produits, aujourd'hui, ils sont déployés par Alcatel-Lucent, par exemple. Alcatel-Lucent revend notre solution. Et on fait des BMSC, on fait 2 types, enfin on aide les fabricants d'équipements réseau, donc par exemple Alcatel, à faire leur BMSC d'industriel, mais on fait aussi des BMSC de test, pour que les fabricants de téléphones puissent tester leur téléphone. Si vous avez des questions, on passe à comment vous voulez. Allez, on passe à la suite, puis on fera toutes les questions après. Alors, la partie terminale, c'est un gros hamburger. Donc, il y a la couche du bas, c'est le hardware. Il y a la couche du haut, donc le pain du haut, c'est l'application. Et le burger de meat, c'est au milieu, c'est le middleware et le Dash Client. Alors, le flux de données. Donc, vous avez la vidéo, éventuellement de la DRM qui est fait en hardware. Vous avez tout l'OS en gros, et puis toutes les API de l'OS. Et puis vous avez le modem LTE. Ce qu'on a mis écrit ici, et IMBMS modem, en fait c'est un modem LTE. Alors, le flux est essentiellement broadcast, donc il arrive par là. Tac, 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 tac. Il rentre dans le middleware, il est défluté, il est déféqué. Pardon, excusez-moi. C'est la mauvaise blague, mais qui réveille un peu en fin de... Voilà, par différentes technologies qu'on utilise. Donc le fichier est reconstruit. Et donc les fichiers sont mis à disposition de l'application et sont aussi mis à disposition du Dash Client via un protocole HTTP local, d'ailleurs qui n'est pas forcément que local. Et donc sont mis à disposition du Dash Client qui lui va les consommer d'une manière assez proche, on va même quasiment identique à un Dash Client unicast, et puis qui va donc les renvoyer vers le framework audio-vidéo dans le hardware, etc. Typiquement, un Dash Client est intégré dans un media player, ça peut être celui d'Android, mais ça peut être des media players propriétaires. Et quand il s'agit d'un fichier qui n'est pas à vocation Live TV, il est stocké dans la mémoire et mis à disposition de l'application via une AD. Voilà. Et donc ça, c'est intégré dans les téléphones. Alors, on a aussi une particularité, en tout cas là je parle un peu du produit exprès maintenant, c'est que cette architecture-là nous permet de faire le scénario Reliance, où en gros, le téléphone il sait fonctionner tout seul, en unicast, en broadcast. Quand on rentre à la maison, il se connecte à la stack middleware qui est intégrée dans la gateway, et donc on sait fonctionner avec plusieurs stacks, plusieurs middleware pour faire de la synchronisation entre les différents middleware, donc avoir ces architectures et résidentielles et mobiles. Voilà. Voilà ce qu'on a fait. On passe à la pub. Donc, ce qu'on offre Expoé, c'est vraiment le middleware qui contrôle le modem, qui reçoit et décode les flux et les affiche à travers un Dash Client et un Dash Player extérieur. Et le BMSC qui permet de créer les flux multicast. Donc on vend ça directement ou indirectement. Et on vend ça aux opérateurs, côté BMSC, donc c'est plutôt indirectement là. Et aux fabricants de téléphones, là c'est plutôt directement.
Ça fait 8 ans qu'on fait du mobile broadcast, hein. On a fait toutes les technologies de mobile broadcast, on s'est planté successivement sur toutes. Celle-là, elle va marcher. Et on a encore la foi. Non, mais celle-là, elle va marcher, je vous assure. Alors, déjà, le contexte est complètement différent. Je veux dire, les écrans sont mouse costaud. Tout le monde maintenant a sa tablette, tout le monde a son téléphone, et maintenant toutes les tablettes, enfin pas encore toutes les tablettes, mais bientôt toutes les tablettes, et évidemment tous les téléphones sont connectés au réseau télécom. Donc c'est déjà, une pompe à trafic qui est assez importante. Il n'y a pas besoin de rajouter de hardware, ça c'est fondamental. C'est-à-dire que le modem qui est déjà dans le téléphone, qui est déjà utilisé, il supporte aussi le LTE broadcast. Et ça, c'est... Et le dernier point, c'est que pour un opérateur, c'est finalement très peu d'investissement. Bon, évidemment, pour nous, ça nous semble beaucoup, êtres humains, mais faut voir que NTT Docomo, pour déployer son réseau, qui est du pur broadcast, cette fois, ça lui a coûté 500 millions de dollars. Okay. Pour déployer la même chose, un opérateur, ça va lui coûter 50. Ouais, 50 pour un opérateur, c'est quand même pas grand-chose. En gros, pour upgrader son LTE en LTE broadcast. Donc l'opérateur, ça lui coûte pas grand-chose. C'est dans les téléphones de toute manière. C'est un outil à disposition. Et c'est un super outil pour certaines applications, évidemment, pas pour toutes les applications. Pour les applications où l'usage est très condensé dans le temps, dans la géographie, ou dans la nature du contenu. Voilà, ça c'est... Et bon... Il y a un souci, c'est ce que nous envoient les opérateurs tout le temps, c'est mais c'est quoi le business model? Et il n'y a pas de business model. Il n'y a pas de business model, c'est comme le LTE, c'est quoi le business model du LTE? Bon, il y a un business model, c'est le data traffic. Enfin, il y a plein d'applications qu'on pense autour. Voilà, c'est un outil qui permet de résoudre pas mal de problèmes, à pas mal de moments, mais c'est à chaque fois des problèmes différents, et à chaque fois... Ça dépend de l'opérateur, ça dépend de l'application. Mais c'est un outil qui est là, en fait. Alors que DVB-H, il fallait investir beaucoup avant arrivé à la masse critique de téléphone qui nécessitait ça. L'avenir le dira. Puis il y a quand même des poids lourds qui suivent là. Il y a vraiment des poids lourds. La question technique, elle est peut-être un peu bête, mais au niveau physique, comment le broadcast cohabite avec le unicast? On a des fréquences différentes. C'est pas du tout stupide, mais moi je ne connais pas la réponse. Je sais pas. Franchement, je ne sais pas. Je pense qu'on a loué, on a fait une bande de fréquences. La même fréquence et un temps fixé à louer à la partie de broadcast. Ouais, c'est la même bande de fréquences. En plus, c'est comme c'est plusieurs innovis, donc... C'est cellules des panneaux FDM qui sont... C'est la même fréquence et puis éventuellement c'est des time slots qui sont dans la trame, il y a des time slots spécifiques en fait pour IMBMS. D'accord. Mais c'est des ressources radio qui sont particulières. Ouais, c'est l'un après l'autre. Mais du coup, ce que vous faites en IMBMS, c'est des ressources que vous comptez sur le unicast. Bah ouais. Et la part est fixe. Ouais, c'est contrôlé, on dit pas. C'est temps. C'est temps maintenant, dans 5 minutes c'est moins. Non, Hein? c'est fixe dans le temps. Non, on peut changer. Ah si, je vous jure, on peut. Ça c'est bien joli, en fait, le modèle est très beau, mais en fait ça ne parle pas du problème de la couche physique, parce que pour remplacer par exemple le LTE, remplacer la FM, on peut faire de la radio en LTE, mais le problème c'est la gestion de la mobilité. En FM on passe en mobilité, plus de 100 km/h, 200 km/h, tout à fait. Distance. Tout à fait. Le LTE broadcast aujourd'hui, avec le nombre de porteuses OFDM et l'intérieur de garde qui existe, la mobilité, à pied ça va aller, mais plus vite ça va être difficile. C'est possible, je sais pas. Franchement encore je sais pas. Je sais que c'est sur la radio. Pour ça, 70 km/h sur la RF, c'est bon. Mais on peut couvrir le RER par exemple, le RER il y a quand même des endroits relativement vite. Non, encore. Ça dépend entière. J'ai pas la réponse, je suis désolé, j'aimerais bien l'avoir, mais je l'ai pas. Ça pose problème dans tous les chiffres. C'est possible. Pour les déploiements Greenfield en Afrique où ouais. il y a des choses à construire de zéro, j'ai regardé, on m'avait expliqué que c'était le LTE broadcast
une limitation pour faire un bouquet, par exemple, on ne pourrait pas mettre plus qu'un nombre très très, si vous voulez faire du live. Tout à fait. Mais de toute manière, on ne va pas déployer du LTE broadcast uniquement en mode broadcast. On va toujours déployer dans un mode broadcast unicast. Et on va utiliser la short tail, uniquement les X contenus les plus populaires à un moment donné en broadcast. C'est-à-dire qu'à 20h, le journal, oui, il sera en broadcast. Mais peut-être, je sais pas, TF1 la nuit, non, ça ne sera pas en broadcast, puisqu'il y aura peu d'utilisation. Donc il faut considérer le broadcast non pas comme un mode traditionnel du broadcast, où on a une bande passante 24 heures sur 24 qui est allouée pour des services. C'est extrêmement dynamique, ça passe de l'un à l'autre en fonction des stratégies de l'opérateur, et idéalement les technologies à venir feront la chose dynamiquement. Il n'empêche que, ce serait quoi la limitation si je voulais quand même faire un petit peu de broadcast Je sais pas, c'est à peu près 5 chaînes, 5 à 10 chaînes. 10 chaînes, c'est vraiment, on met tout. Et puis en gros, ce qu'on voit, c'est que les cas d'utilisation, c'est entre 5 et 10 chaînes. Entre 5 et 10 chaînes. Quand on parle de télé. Le service Docomo, c'est 5 mégabits. C'est du broadcast. Pour donner une idée du service qu'on peut faire avec une certaine bande passante. En fait, c'est sur une technologie pas LTE broadcast, donc c'est 5 mégabits, vraiment broadcast, 24/7. Tout à l'heure, tu parlais de réutiliser les équipements d'émission existants. Ouais. Il faut quand même rajouter des émetteurs pour avoir de la scalabilité pour soutenir le débit ou comment ça se passe? Non, en fait, il faut rajouter très peu, il faut rien rajouter en termes d'émetteurs, puisqu'il faut upgrader les inodes B pour qu'ils puissent être capables de laisser passer du LTE broadcast. Et à partir de ce moment-là, au contraire, en fait, par exemple, un opérateur avec qui on discute, lui, il se dit, voilà, je mets mon réseau LTE, et puis il y a des nœuds à certains moments où les gens regardent le foot. J'ai constaté ça. Et ce nœud-là, j'ai deux solutions. Soit je réseau en rajoutant des inodes B, justement pour rendre le système scalable, je densifie mon réseau LTE, ça me coûte. Il faut aller sur les toits, soit juste à cet endroit-là, je mets du LTE broadcast. Et donc, au moment où ça sera nécessaire, cette inode B sera activée en LTE broadcast et diffusera le contenu le plus populaire en LTE broadcast. Ça écrète des pics de trafic, et donc du coup ça permet de ralentir l'investissement réseau. Tu peux servir combien d'utilisateurs simultanés? Alors ça c'est un débat en ce moment, parce qu'il y a quand même besoin d'unicast pour se connecter, pour s'adosser à l'inode B, pour envoyer des flux. Donc voilà, c'est en discussion, j'ai pas les réponses et les opérateurs sont en train de faire les tests en ce moment. Mais il y a une limitation quand même, c'est pas encore, ça le sera, puisque le standard 3GPP continue d'avancer, standardiser ça, mais c'est pas encore, je peux envoyer à 1 million d'utilisateurs. Par exemple, pour couvrir un stade entier, tu as besoin de combien d'émetteurs? Alors, ils essaient avec un, mais à mon avis, il y en aura plusieurs, et ça sera de toute manière des trucs mobiles. Souvent, ce sera des trucs mobiles qui vont amener sur les événements importants. On est d'accord qu'il faut un serveur par antenne. Ah non, c'est un serveur pour un pays, enfin pour une région, je dirais. Par exemple, aux États-Unis, ça sera 8 serveurs. En France, ça sera probablement un serveur. C'est un serveur qui diffuse qui génère tous les flux. Et après, c'est rerouté dans le réseau vers les bons inodes B. Et c'est le rôle de la gateway, justement, de se charger de définir les routes, le routage. Donc non, c'est plutôt un serveur. Et dans le cas du stade, pour le local, on parle de conversion d'eau, ce sera bien un par point et événement. Ouais. Tout à fait. Quels sont les profils d'H spécifiés dans le standard? C'est du H264? Oui, c'est H264, ouais, absolument. Dans du TS, donc du MPK? C'est les deux. Les deux, c'est plutôt l'ISO BMFF qui est utilisé. Ouais. Avec des profils un peu particuliers, profil 3GPP essentiellement, où il y a des petites bidouilles qui ont été faites par 3GPP. C'est compatible avec les encodeurs actuels? Ouais, tout à fait. Nous on utilise le client utilise les encodeurs actuels. Pour le fichier, Les MPD, tout ça, les fichiers, les manifestes, les manifestes. C'est du parce que tout à l'heure qu'on pouvait transiter autre chose que la data pure. Ah oui. Ah oui, ça c'est laissé ouvert. Ça va être application par application.
Enfin, il y a tous les formats 3GPP que je ne connais pas. Mais... n'intervient pas. Non, non, c'est que pour de la live. Que pour de la vidéo live, ouais. Encore, mais Cyril va nous trouver un truc à faire. Et au niveau, est-ce que la couche donc fluide, quoi, au niveau du device, rajoute beaucoup en conso? C'est quoi l'impact consommation de ça par rapport à très peu. C'est très très peu. C'est l'essentiel, c'est l'affichage. En fait. L'essentiel, c'est l'affichage. Non, c'est minimum. Et en termes de latence, alors, le système global, ouais, c'est pas terrible ça. Ouais, c'est pas terrible. Ça, c'est un des soucis. C'est bon, il y a déjà la latence d'encodage qu'on connaît tous, puis la taille des segments, donc c'est 1 seconde, on se rajoute 1 seconde. Après, il y a le réseau. Après, il y a le buffer 1, le buffer 2 dans le terminal. Bon, au total, 10 secondes, voilà. Mais c'est pas terrible quand on est dans son match, quoi. Quand on regarde son stade. Et c'est pas compressible pour la data pure. Si on fait que de la data, est-ce que la latence sera identique? Ah ouais, c'est ouais. Non, évidemment, quand on parle de chaîne live, c'est tout l'aspect buffering et vidéo qui prend du temps, quoi. Mais la latence sur les fichiers pas live, elle est encore plus grande, il faut recevoir le fichier avant de l'utiliser, généralement. Un décalage progressif download, par exemple. De choses qu'on fait. On fait des choses un peu sophistiquées, par exemple on protège différemment le contenu, le début du contenu, on va le protéger plus avec de l'affect, puis après on va moins le protéger parce que les gens ils regardent plutôt le début que la fin, enfin. Mais L'affect, ça rajoute de la latence? ouais, parce qu'en fait, ce qu'il faut voir, c'est qu'il faut mélanger les paquets. Si on veut corriger des paquets qui... C'est pas plus il y a de fait, plus il y a de latence, c'est à partir du moment où il y a de fait qu'il y a de la latence. C'est pas... C'est de l'ordre de combien? Voilà, après, l'affect, vous la décidez en fonction des pertes que vous avez estimées dans votre réseau. Donc si vous estimez que votre utilisateur il va manquer de connexion pendant 20% du temps, ben, vous allez rajouter 25% de fait. C'est 21. Bon, merci.